Le vieux banc en bois, patiné par des décennies de pluie et de soleil, grinça sous le poids de Richard Delacas. Il s'y effondra, ses larges épaules voûtées, sa tête inclinée comme sous le fardeau d'une vie entière. Dans sa main tremblante, un tournesol fané, ses pétales jaunis s'effritant, glissa sur le bois râpeux et tomba dans une flaque boueuse. Autrefois magnate de l'immobilier, à la tête d'un empire valant des centaines de millions, Richard n'était plus qu'une silhouette brisée. Son costume bleu, taillé sur mesure dans une autre vie, flottait sur son corps amaigri par un cancer des poumons qui le rongeait depuis 2 ans. Ses cheveux, jadis d'un noir lustré, étaient désormais clairsemés, striés de gris, et sa barbe de 3 jours, rugueuse et inégale, trahissait son abandon. Depuis des semaines, Richard errait dans les ruelles oubliées de Saint-Éloi, une ville portuaire où les gratte-ciels rutilants côtoyaient des quartiers délaissés, aux trottoirs fissurés et aux murs tagués de graffitis effacés par le temps. L'odeur salée de l'océan se mêlait à celle des poubelles débordantes et du bitume humide. Les paroles des médecins, prononcées dans une salle stérile aux murs blancs, résonnaient encore dans son esprit. Le cancer est trop avancé. Nous avons épuisé toutes les options. Il vous reste quelques mois, peut-être moins. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la solitude qui l'étouffait. Élise, sa femme depuis 30 ans, avait été sa boussole, sa lumière. Elle s'était éteinte 4 mois plus tôt, fauchée par un chauffard ivre sur une route pluvieuse. Leur dernier échange, une dispute futile au sujet de vacances annulées, hantait Richard. Leurs 2 enfants, Claire et Julien, désormais adultes, vivaient à des milliers de kilomètres. Claire à Singapour, absorbée par sa carrière dans la finance. Julien à New York, lançant une start-up. Leurs appels, autrefois hebdomadaires, s'étaient réduits à de brefs messages. Richard, jadis au centre d'un univers qu'il avait bâti, était maintenant seul, errant avec ses regrets et le fantôme d'Élise. Chaque matin, il se réveillait dans son manoir vide, un mausolée de souvenirs où les portraits d'Élise ornaient encore les murs. Chaque soir, il déambulait dans les rues, jusqu'à ce que ce banc, face à une épicerie aux volets rouillés, devienne son refuge. Il y passait des heures, observant les passants emmitouflés dans leurs manteaux contre le vent froid de novembre, serrant un tournesol, le préféré d'Élise, comme un talisman. Les néons des bars clignotaient, les klaxons résonnaient au loin, mais personne ne voyait l'homme brisé. Personne, jusqu'à ce jour. Un froissement léger, presque inaudible, le tira de sa torpeur. Une fillette d'environ 9 ans s'approchait, ses pieds nus frôlant le pavé glacé. Sa peau sombre était couverte de crasse, ses vêtements, un pull déchiré aux manches trop longues et une jupe tachée, rapiécée avec du fil grossier, flottaient sur son corps frêle. Ses cheveux, un nuage de boucles emmêlées, encadraient un visage émacié mais illuminé par des yeux bruns, vifs et profonds. Amira, bien que Richard ne connût pas encore son nom, survivait dans les rues depuis que sa mère, une couturière itinérante, avait succombé à une pneumonie 2 ans plus tôt, abandonnée par un système de santé débordé. Orpheline, Amira avait trouvé refuge auprès d'un groupe d'enfants errants, une famille improvisée qui partageait des restes de nourriture et des abris de fortune. Depuis plusieurs jours, elle observait Richard sur ce banc, sa posture affaissée, le tournesol qu'il serrait comme une prière. Ce soir-là, une intuition, un élan inexplicable, la poussa vers lui. Richard, perdu dans ses pensées, fixait une fissure dans le trottoir, où une touffe d'herbe luttait pour survivre. Soudain, il sentit une pression douce, presque lumineuse, sur son front. 2 petites mains chaudes, malgré le froid, se posèrent sur sa tête. Surpris, il leva les yeux. La fillette se tenait là, ses doigts légers contre ses cheveux grisonnants, ses yeux plongés dans les siens avec une assurance désarmante. « Je peux te guérir », murmura-t-elle, sa voix claire comme une clochette dans le brouhaha de la ville. Richard cligna des yeux, incrédule. Son cœur, alourdi par la maladie, cogna douloureusement. Personne ne l'avait touché depuis des mois. Pas une étreinte, pas un geste de réconfort. « Je peux te guérir », répéta-t-elle, avec une conviction qui semblait défier la logique. Un frisson le parcourut. Comment une enfant, une petite fille des rues, pouvait-elle prétendre à un tel miracle? Son esprit, usé par le désespoir, vacilla entre méfiance et une lueur d'espoir, fragile mais tenace. « Pourquoi dis-tu ça ?» demanda-t-il, la voix rauque, brisée par des semaines de silence. La fillette ne répondit pas immédiatement. Elle le fixa, ses mains toujours posées sur ses cheveux, son toucher apaisant comme une caresse oubliée. Le monde autour d'eux sembla s'effacer, les klaxons, les passants pressés,
le grincement des volets métalliques, tout disparut. Il n'y avait plus qu'eux, enfermés dans cet instant suspendu. Le souffle de Richard s'accéléra. Était-ce possible? Y avait-il encore de l'espoir? S'il te plaît, dis-moi quoi faire, murmura-t-il, presque malgré lui. La fillette baissa lentement ses mains, l'étudia un instant, puis hocha la tête. Viens avec moi, dit-elle doucement, sa voix portant une autorité douce mais inébranlable. Richard hésita. Son corps meurtri protesta à l'idée de se lever, ses articulations raidies par la maladie et le froid. Mais cette lueur d'espoir, si fragile soit-elle, le poussa à se redresser. Chancelant, il se leva, le tournesol oublié sur le banc. La fillette prit sa main, sa petite poigne étonnamment ferme, et le guida à travers les ruelles tortueuses, entre des bâtiments délabrés aux fenêtres condamnées par des planches. Les bruits de la ville, klaxons, éclats de voix, grondements des bus s'estompèrent peu à peu, remplacés par le murmure du vent et le craquement des feuilles mortes sous leurs pas. Ils émergèrent dans une cour cachée, un espace oublié entre des immeubles vétustes, des clôtures brisées et des poubelles rouillées. Des cordes à linge, alourdies de vêtements rapiécés, pendaient entre les murs. À la surprise de Richard, cet endroit débordait de vie. Une douzaine d'enfants, âgés de 5 à 15 ans, étaient rassemblés là. Leurs vêtements étaient en lambeaux, leurs visages marqués par la crasse, mais leurs yeux pétillaient d'une joie pure. Ils partageaient des morceaux de pain rassis, dessinaient des formes abstraites dans la poussière avec des bâtons, et chantaient des chansons apprises de passants ou de souvenirs lointains. Malgré leur dénuement, pas de maison, pas de parents, pas d'argent, ils rayonnaient d'une chaleur humaine, comme une lumière perçant l'obscurité de leur quotidien. La fillette mena Richard jusqu'à une vieille caisse en bois, couverte de graffitis à demi effacés, qui servait de siège. « Assieds-toi ici. Regarde, dit-elle simplement, son ton à la fois doux et autoritaire. Richard s'installa, sa poitrine oppressée par une émotion qu'il ne comprenait pas encore. Il observa les enfants jouer, rire, partager des blagues usées, s'encourager avec une tendresse désarmante. Un petit garçon d'environ 7 ans, avec une seule chaussure et un sourire éclatant, s'approcha et lui tendit un morceau de pain rassis, soigneusement enveloppé dans un vieux journal. Une fillette, à peine plus âgée, cueillit une pâquerette poussant dans une fissure du béton et la posa délicatement sur ses genoux, comme un trésor. Sans poser de questions, sans hésiter, ils l'accueillirent, cet homme malade dans son costume froissé, comme s'il faisait partie de leur monde. Pour la première fois depuis des mois, Richard sentit un sourire naître au coin de ses lèvres, timide, presque douloureux. La fillette, assise à côté de lui sur une pile de vieux cartons, se présenta. « Je m'appelle Amira. On vient ici quand les rues sont trop dures. C'est notre refuge. »« Tu vis ici ?» demanda-t-il doucement, sa voix enrouée par le silence prolongé de sa solitude. Elle hocha la tête, ses boucles dansant légèrement. « Avec les autres. Personne ne s'occupe de nous, mais on prend soin les uns des autres. On est une famille. » La gorge de Richard se noua. « Comment fais-tu pour rester si heureuse ?» murmura-t-il, presque pour lui-même. Amira haussa les épaules, ses yeux pétillants d'une sagesse bien au-delà de son âge. « On est vivants. On a les uns les autres. Ça suffit. » Richard resta silencieux, observant ses enfants, leur joie simple, leur générosité désintéressée. Ils partageaient tout, un quignon de pain, une vieille bouteille d'eau, une blague chuchotée comme un secret précieux. Leur résilience toucha quelque chose en lui, une part qu'il croyait éteinte. Le froid dans son cœur, l'obscurité du désespoir commencèrent à se fissurer. Pendant des heures, il resta parmi eux. Une fillette aux nattes serrées lui apprit à tresser des figurines avec des bouts de fil de fer trouvés dans une poubelle. Un garçonnet, si maigre que ses côtes saillaient sous son t-shirt déchiré, grimpa sur ses genoux et s'endormit, sa respiration légère contre la poitrine de Richard. Une adolescente, qui semblait être la grande sœur du groupe, lui offrit une infusion d'herbes cueillies dans un terrain vague, jurant que cela apaisait les douleurs. Alors que le soleil couchant baignait la cour d'une lumière dorée, transformant les murs décrépits en une toile chaude, un rire profond, rauque mais sincère, s'échappa de Richard. Les enfants l'acclamèrent, leur rire se mêlant au sien comme une symphonie. Pour la première fois depuis si longtemps, il se sentit vivant. Jour après jour, il revint dans la cour, apportant du pain frais, des bouteilles d'eau, des couvertures usées mais chaudes qu'il avait retrouvées dans son garage. Les enfants l'accueillaient avec des cris de joie, courant vers lui comme s'il était un vieil oncle longtemps perdu. Il s'asseyait parmi eux, écoutait leurs histoires, des récits de nuits passées sous des ponts,
de chansons apprises d'une radio volée, de rêves d'un avenir meilleur. Il partageait les siennes, parlant d'Élise, de ses rires, de leur premier rendez-vous dans un café bondé. Petit à petit, le poids sur sa poitrine s'allégea. La douleur constante dans ses os s'estompa, sa peau retrouva une teinte moins cireuse, son appétit revint timidement. Les médecins lui avaient donné quelques mois, mais il se sentait plus fort, plus léger. Était-ce l'infusion d'herbes qu'Amira lui préparait parfois, un mélange de menthe sauvage et de camomille qu'elle jurait miraculeux? Était-ce la chaleur du lien humain, ses petites mains tendues vers lui, ses rires partagés? Ou était-ce autre chose, une étincelle spirituelle, un sens retrouvé dans ces moments de connexion? Peu importait. Il vivait à nouveau. Un matin ensoleillé, alors que les enfants jouaient à un jeu improvisé avec des capsules de bouteilles, Amira s'assit à ses côtés sur la caisse en bois. « Je t'avais dit que je pouvais te guérir », dit-elle avec un sourire malicieux, ses yeux brillants comme des étoiles. Richard plongea son regard dans le sien, ému. « Tu l'as fait, mon enfant. Tu l'as vraiment fait. » La nouvelle de sa transformation atteignit bientôt sa famille. Claire et Julien, alertés par un vieil ami de Richard, vinrent le chercher dans la cour, incrédules. Ils trouvèrent leur père, autrefois brisé, riant au milieu d'enfants rayonnants, une pâquerette glissée dans la poche de son costume défraîchi. Bouleversés, ils le serrèrent dans leurs bras, pleurant des retrouvailles qu'ils n'avaient jamais cru possibles. Claire, les larmes aux yeux, murmura « Papa, on t'avait perdu ». Julien, habituellement si réservé, s'accrocha à lui comme s'il craignait qu'il disparaisse à nouveau. Richard ne s'arrêta pas là. Il ouvrit les portes de sa vaste propriété aux enfants, transformant son manoir vide en un foyer vibrant. Les chambres, autrefois silencieuses, résonnaient de rires et de pas précipités. Il engagea des enseignants pour leur apprendre à lire et à écrire, des médecins pour soigner leurs blessures et leurs maladies, des tuteurs pour leur offrir des rêves d'avenir. Il fit rénover la cour cachée, la transformant en un jardin communautaire où les enfants plantaient des tournesols en mémoire d'Élise. À chaque réunion de famille, lorsqu'on lui demandait comment ce miracle s'était produit, il répondait avec un sourire ému. Une petite fille, une âme courageuse et bienveillante, m'a appris à vivre à nouveau. Des mois plus tard, lors d'une visite médicale, les médecins, stupéfaits, constatèrent une rémission partielle du cancer. Les tumeurs, bien que toujours présentes, avaient cessé de progresser. Inexplicable, murmurèrent-ils, secouant la tête. Richard, lui, savait. Ce n'était pas seulement son corps qui guérissait, mais son âme, ranimée par la chaleur d'une communauté improbable, par la foi d'une enfant qui avait vu en lui ce qu'il avait oublié, une raison de continuer. Et ainsi, dans une cour oubliée, au cœur d'une ville indifférente, une enfant sans rien n'avait rendu à un homme qui avait tout perdu la chose la plus précieuse, l'espoir. Amira et ses compagnons, autrefois invisibles, devinrent une famille, non seulement pour Richard, mais pour tous ceux qui entendirent leur histoire, un rappel que la guérison commence parfois par un simple geste, une main tendue, un regard qui dit « Tu n'es pas seul ». Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-le nous dans les commentaires. D'où nous regardons? Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder.